Bonjour à tous et à tous. Je vous remercie de votre présence. D'abord, je me présente. Je m'appelle Sokhna Dieng. Je suis en troisième année de thèse de santé publique en biostatistique sous la direction du professeur Jean Godard dans l'équipe Quantim de CESTIM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un de mes travaux de thèse qui s'intitule « L'analyse de données fonctionnelles pour la classification de profils épidémiques, application au paludisme ». Je vais commencer par un bref rappel sur ce que c'est le paludisme. C'est une maladie vectorielle qui est transmise par la piqûre d'une moustique appelée anophèle qui va transmettre le parasite dans le sang de l'homme et qui va lui causer des fièvres, douleurs articulaires et autres, et dans des cas plus graves peut conduire à des décès. En 2016, l'OMS estime qu'il y a eu 216 millions de cas de paludisme et les 90% sont enregistrés en Afrique subsaharienne, ainsi que 91% des décès. Au Sénégal, entre 2009 et 2016, l'incidence du paludisme est passée de 14 à 23 pour 1000 habitants personnes années. Toute la population est à risque, mais à des niveaux de risque différents, d'où l'hétérogénéité du risque sur les zones géographiques. Pour prendre en compte cette hétérogénéité du risque, il est important de collecter les données de paludisme sur des échelles de temps et d'espace très fines. Par exemple, à l'échelle semaine ou bien à l'échelle poste de santé ou village. Donc, collecter autant de données collecter autant d'observations sur beaucoup d'entités géographiques va faire que nous allons nous retrouver sur une situation où on a des données de grande dimension. Quand ces données sont denses dans cet intervalle de temps-là, ils auront une forme fonctionnelle naturellement. Mais dans les analyses classiques, cette forme fonctionnelle qui est intrinsèque aux données n'est pas toujours prise en compte. En gros, nous allons partir sur des observations et passer à la fonction sous-jacente à ces données. Pour être beaucoup plus clair, j'ai fait une figure pour montrer un peu la différence entre l'approche classique et l'approche fonctionnelle. En haut, nous avons les points et chaque point représente une observation, c'est ce qu'on utilise souvent. Et on a fait des séries temporelles. L'approche classique, une observation représente toute la courbe d'évolution en fait, et prend l'évolution de la variable dans sa globalité. Donc, l'approche fonctionnelle va consister à partir des observations ponctuelles et estimer la courbe qui va passer sur ces observations et travailler sur cela pour exploiter les propriétés mathématiques qui vont nous aider à étudier d'autres caractéristiques des épidémies. L'objectif de ce travail a été de rechercher des profils épidémiques de paludisme pour optimiser les actions de lutte ciblées. Cette étude a été réalisée dans 620 villages du Sénégal au centre-ouest, en violet, dans 3 départements. Et ils ont environ 600 000 habitants et 54 postes de santé ont été implémentés là-bas et chaque village est rattaché à un poste de santé. Les données sont récoltées pour chaque village de façon hebdomadaire dans le système de suivi démographique et sanitaire de Bambey-Fatick-Mbour de janvier 2008 jusqu'à décembre 2012. Pour atteindre notre objectif, nous avons d'abord converti ou bien transformé les taux d'incidence de chaque village et pour avoir la courbe d'évolution de ce village. Par exemple, là, l'approche fonctionnelle stipule ici que si YIJ est le taux d'incidence du village I à la semaine J, l'approche fonctionnelle estime que ce taux d'incidence peut être retrouvé avec la fonction d'évolution XI appliquée au temps TIJ. Et epsilon IJ est l'erreur d'approximation de cette fonction au temps TIJ. Donc, nous, ce qui nous intéresse à partir de là, ce sont les fonctions XI
Et c'est ce qu'on appelle les fonctions d'évolution ou courbes lisses. La courbe d'évolution de l'incidence du palu du village I. K, c'est le nombre de bases et CIK, les coefficients qui vont avec. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sera de choisir les fonctions de base. C'est-à-dire que nous allons projeter nos données sur des fonctions de base selon leur nature. Et donc ici, nous avons utilisé des fonctions B-spline, cubiques. Ensuite, une fois que nous avons eu nos courbes d'évolution de l'incidence, nous avons utilisé la classification hiérarchique ascendante pour classer nos courbes selon leur ressemblance sur la dynamique. Et pour cela, nous avons utilisé aussi la distance Dynamic Time Warping. Cette distance permet de regarder en fait la distance entre deux séries temporelles, mais en tenant en compte leur comportement dans le temps. Contrairement à la distance, par exemple, euclidienne, il va calculer les distances de façon horizontale, le temps T1, temps T1, temps T2, temps T2, alors que Dynamic Time Warping, par exemple, va prendre en compte le fait que, par exemple, ici, on a une baisse, là, on a une baisse, là, on a une augmentation, là, on a une augmentation. En fait, il va aussi prendre en compte non seulement les valeurs, mais aussi les comportements de ces courbes-là. Ensuite, pour comparer nos différents profils épidémiques, nous avons utilisé un modèle additif généralisé pour estimer les rapports d'incidence standardisés avec une loi quasi-Poisson pour prendre en compte la dispersion des données. Et ensuite, nous avons appliqué une fonction spline sur les coordonnées géographiques pour prendre en compte leur variabilité. Et ce travail a été fait sur le logiciel R avec les packages cités et QGIS a été utilisé pour représenter nos résultats. Là, à gauche, nous avons les taux d'incidence bruts ou bien les séries temporelles brutes des villages. Ce n'est pas bien clair, donc chaque couleur représente en fait l'évolution temporelle du taux d'incidence de 2008 jusqu'à 2012 de manière hebdomadaire. Donc, travailler sur ces données brutes va être très difficile vu tous les bruits qu'il y a. Et ensuite, pour satisfaire au maximum aux hypothèses des données fonctionnelles, nous avons fait une transformation racine carrée pour normaliser. C'est la figure à droite. Et nous avons appliqué les données fonctionnelles sur cette dernière figure. Et là, maintenant, on voit beaucoup plus clair la courbe d'incidence de chaque village. C'est les courbes lisses que nous avons là. Maintenant, à partir de là, nous avons appliqué la classification hiérarchique ascendante pour classer les villages en termes d'intensité et de dynamique. Cette classification a donné le dendrogramme à gauche, et c'est ce dendrogramme qui va nous permettre de choisir le nombre de profils ou de classes. Donc, plus les branches sont hautes, et plus les villages qui sont en dessous sont différents. Donc, il a été évident de constater que nous avons coupé pour 3 profils. En vert, nous avons l'ensemble des villages qui ont un taux d'incidence faible, qui semble commencer tardivement l'épidémie et qui finit plus tôt. En rouge, nous avons l'ensemble des villages avec des taux d'incidence beaucoup plus élevés, qui démarre plus tôt l'épidémie et qui aussi finit plus tard. Et en bleu, nous avons le profil intermédiaire entre les deux. Là, c'est juste pour donner une idée de l'intervalle de confiance dans notre lissage et des données brutes. Alors, là, pour chaque profil, nous avons déterminé l'incidence des profils, l'incidence brute qui est en noir. En couleur, ça représente l'estimation de la courbe fonctionnelle. Et en trait discontinu, c'est les intervalles de confiance des lissages.
c'est abus informatif. Donc, ces profils ont été représentés sur notre site d'études. Ils sont assez hétérogènes ici, mais nous constatons que les profils hauts sont beaucoup plus dispersés au sud de notre site d'études et les profils faibles sont plus concentrés au nord. Et les profils intermédiaires sont un peu partout. Ce tableau est un récapitulatif de certaines caractéristiques de ces profils. Là, nous avons pour chaque profil le nombre de villages, les durées interépidémiques et durées annuelles pour chaque profil moyenne avec leurs écarts types. Et là, nous voyons bien que le profil haut a des durées plus grandes, le profil faible a des durées épidémiques plus réduites. Nous avons aussi déterminé les taux d'incidence selon les profils. Alors, nous avons d'abord le taux d'incidence sur les 5 ans de chaque profil, la médiane, le minimum et le maximum. Ici, cela veut dire que, par exemple, un village qui appartient à un profil faible a un taux d'incidence à 5 cas, enregistre 5 cas de paludisme sur 100 000 personnes dans une semaine. Et le 6, la médiane veut dire que 50% des villages du profil faible a des nombres de cas inférieurs, a des taux d'incidence inférieurs à 6 et supérieurs à 6. Et pour finir, nous avons les rapports d'incidence standardisés qui confirment que, par exemple, un village du profil haut a 7 fois plus de cas de paludisme comparé à un village de profil intermédiaire. Et qu'un village de profil faible a beaucoup moins de cas de paludisme qu'un village dans un profil intermédiaire. Donc, cette étude nous a permis de déterminer 3 profils épidémiques avec des dynamiques temporelles qui sont différentes. Et dans des contextes où les ressources sont limitées et les besoins sont illimités, il est important de cibler les actions de lutte en fonction des profils. Et pour continuer ce travail, il est intéressant de caractériser ces profils via des facteurs entomologiques, c'est-à-dire de regarder quel type d'espèces de moustiques étaient plus abondants chez les profils hauts ou faibles, ou bien les facteurs environnementaux, sociodémographiques, pour voir quelle pratique, par exemple, a été plus favorable, ou bien quelle la pluviométrie, en fait, la différence de pluviométrie, par exemple, entre les villages de ces profils. Donc, il y a tout un tas de facteurs qu'on peut utiliser pour faire cela. Et ce qui est encore plus important avec cette méthode, c'est qu'on peut continuer à étudier les épidémies en étudiant les vitesses et l'accélération de l'épidémie. Et ou bien faire aussi des régressions entre profils de pluie ou bien d'autres facteurs qui sont collectés de la même manière que les cas de pollution. Juste pour donner une petite information, donc c'est une suite en fait. Donc du coup là, nous avons les vitesses et les accélérations des épidémies qui vont nous permettre par exemple de déterminer à partir de quand les épidémies démarrent, à partir de quel moment ils ont leur summum, ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui est en finition. Je remercie tout le monde. Je remercie le réseau doctoral en santé publique qui finance ma thèse, animée par l'École des hautes études en santé publique, l'UMRC STEAM, mon laboratoire d'accueil, et la London School of Hygiene, Tropical Medicine et l'IRT de Dakar qui nous ont transmis les données avec lesquelles nous avons travaillé et avec qui nous sommes en collaboration. Je vous remercie de votre attention.